Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on se retrouve pour un nouveau petit podcast. On va continuer un petit peu dans la ligne qu'on avait précédemment sur tout ce qui concerne l'alimentation, le petit index glycémique avec la petite sieste après le repas. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus large. On va intégrer tout ce qu'on a pu dire sur le sommeil. On va parler du rythme circadien. On en a déjà tous entendu parler, parce qu'on a aussi tous déjà remarqué vers 14 heures que même si on a bien dormi, on a envie de taper une petite sieste, on a un petit coup de fatigue, ou que par exemple en fin d'après-midi, on se sent bien plus punchy pour aller à la salle que au réveil, ou encore que si on décale le dodo de 3 heures, par exemple le week-end, le lendemain, le lundi, c'est comme si on avait pris un gros jet lag dans la tronche. Tout ça, c'est pas le fruit du hasard, et ça obéit à une horloge, notre horloge interne, qui est même dans chacune de nos cellules. Et comme on l'a dit dans les épisodes précédents, on a parlé de mécanotransduction, de neuroplasticité, d'alimentation, de glycémie. Et comme dit, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qui est un peu plus fondamental, c'est la dimension temporelle de notre biologie, c'est-à-dire le moment où on fait les choses et comment tout ça fonctionne. Ok ? Comme d'habitude, plusieurs parties. La première, c'est on va voir un petit peu l'origine de ce rythme circadien, d'où est-ce qu'il vient. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que cette horloge, entre guillemets, elle donne au niveau du corps, de quelle manière, quelles hormones vont rentrer en ligne de compte, etc., et à quel moment. On va voir ensuite qu'est-ce qui se passe quand ça se dérègle. On l'a dit, par exemple, la cuite, le dodo tardif un petit peu le dimanche soir ou le samedi, qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Et on va voir derrière comment la synchroniser, parce que parfois il y a des personnes qui ont du mal à dormir, et on en a parlé dans les podcasts sur le sommeil. Ils commencent à remonter un petit peu cela, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, à scroller sur Spotify ou peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, pour retrouver ça, et ensuite revenir nous voir. Et on va conclure en faisant un petit récap comme d'habitude. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Alors peu importe si vous êtes en train de courir, si vous êtes en train de faire des cookies, c'est parti, on va parler du rythme circadien. Ok, déjà, primo, le mot circadien. Il vient du latin, parce qu'on aime bien ça, circadiem. C'est pas carpe diem. Et circadiem, ça veut dire à peu près un jour. Le rythme circadien, c'est un cycle biologique d'environ 24 heures. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire qu'on a fait des expériences, on a mis des humains dans des grottes, sans lumière, sans horloge, etc. Et l'horloge humaine fait plus que 24 heures. On va partir sur 24 heures, parce que si on commence à complexifier, ça va foutre tout en l'air. Ok ? Donc, rythme circadien, c'est un cycle biologique d'à peu près 24 heures qui régule finalement la quasi-totalité de nos fonctions biologiques. Que ce soit la température corporelle, la sécrétion hormonale, notre capacité de vigilance, notre digestion, notre réparation cellulaire et tout est quanti. Donc c'est pas juste une simple réaction quand on se lève ou quand on se couche, c'est complètement l'horloge interne qui est finalement programmée génétiquement un petit peu comme tout finalement, et qui continue de tourner même quand il y a une absence de signaux extérieurs. On l'a dit, quand on a mis des humains dans des grottes, sans lumière naturelle, on a montré que les volontaires maintenaient un cycle veille-sommeil qui était proche de 24 à 25 heures, sans aucune référence temporelle externe. Et on les a pas mis pendant 2-3 jours. Les gars, ils ont passé un bon moment dans la grotte. Ok, mais cette horloge, elle a un siège précis, c'est le noyau suprachiasmatique. Ok, encore une fois, on s'en fiche du terme. Retenez que c'est une petite structure qui est dans l'hypothalamus, au-dessus des nerfs optiques, si vous y tenez. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que c'est l'horloge maîtresse. C'est le chef d'orchestre de tout le système. Le noyau suprachiasmatique. Mais ce noyau, il reçoit des infos directement de la rétine, mais pas pour voir au sens classique. C'est juste pour détecter la quantité et la qualité de la lumière ambiante. C'est ce qu'on appelle le photo-entraînement. Donc c'est la lumière, et particulièrement la lumière bleue du matin, par exemple, qui vient du soleil, et au passage qui n'est pas mauvaise pour le corps ni pour les yeux, puisqu'elle est naturelle à la base.
Donc tous les filtres bleus des lunettes, au passage, c'est un argument commercial, ça c'est cadeau. Donc on disait, la lumière bleue du matin, c'est le synchroniseur principal. Le Zeitgeber. Littéralement, le donneur de temps en allemand. C'est lui qui va venir calibrer l'horloge sur le cycle de 24 heures de la planète. Il y a des grands termes, mais grosso modo, c'est ce qui nous dit que c'est le moment de get up. Ensuite, on va imaginer un orchestre. Le chef d'orchestre, on l'a dit, c'est le noyau suprachiasmatique. Lui, il fait que dalle, il joue rien, mais il va donner le tempo. Et derrière, tous les petits musiciens, donc chaque organe, va se synchroniser sur ce tempo. Alors, le foie, par exemple, il a sa propre horloge, qui est calibrée sur les heures des repas. L'intestin, derrière, il a la sienne. Le cœur, les muscles, le pancréas, la peau, quasiment chaque organe a ses petites horloges périphériques. On a des gènes qui oscillent, qui tournent en boucle de 24 heures. Et ces horloges périphériques, elles se synchronisent normalement sur le tempo qui est donné par le chef d'orchestre, donc par notre noyau suprachiasmatica. El problema, parce que comme d'hab, on aime bien quand il y a des problèmes, c'est quand il y a un musicien qui va décider de jouer sa partition de son côté. Il a envie de taper un petit solo, et c'est parti, DB. Par exemple, c'est quand on vient manger à des heures décalées, l'horloge digestive, Entschuldigung, elle va venir se désynchroniser de l'horloge centrale. Et l'orchestre devient cacophonique. Et c'est là où on commence à avoir des petites cacahuètes dans l'apéro, quoi. Alors qu'il ne devrait pas toujours y en avoir, surtout si on est allergique. Donc, parfois, quand on fait des petits écarts, c'est là où on peut avoir des problèmes dans l'horloge générale. Parce qu'au niveau moléculaire, ce système il repose sur des gènes qu'on appelle des gènes horloge. The Clock, BMAL1, Pair Cry sont parmi les plus étudiés. Bon, comme d'habitude, on s'en fout des termes, mais bon, il y a des petites recherches. Donc ces gènes, ils s'activent et ils s'inhibent mutuellement dans une boucle de rétroaction qui dure 24 heures. Donc c'est comme un système de bascule chimique qui s'auto-entretient. Il y en a un qui va venir s'activer, quand il va s'activer, ça va désactiver l'autre, et ensuite ça va activer un autre, qui va venir désactiver un autre, etc., etc. Et tout ça sous forme de boucle, qui va s'entretenir toute la journée. Et si jamais, la découverte de ces mécanismes moléculaires, c'est le prix Nobel de médecine de 2017. Pour Jeffrey Hall, Michael Rosbach, au choix, et Michael Jung. C'est pas fatal, c'est pas lui qui fait les concerts tatati tatata, c'est un autre, si jamais. Ce serait banger. Mais si vous voulez un exemple concret, c'est qu'un travailleur de nuit qui dort le jour et qui travaille la nuit pendant des années, il a son noyau suprachiasmatique qui est exposé à la lumière au mauvais moment, entre guillemets. Ce qui va venir désynchroniser son horloge centrale du cycle jour-nuit naturel, mais on a les horloges périphériques, le foie, le pancréas, qui restent partiellement décalés sur les anciens horaires de repas et de digestion. Donc le résultat, c'est qu'on a un état de désynchronisation interne chronique. Et c'est exactement ce qui explique que pourquoi le travail de nuit prolongé, c'est associé à des taux significativement plus élevés d'obésité, de diabète de type 2 et de troubles cardiovasculaires. Et c'est documenté notamment dans une grande étude de cohorte sur des infirmières qui a été publiée dans l'American Journal of Epidemiology. Ouais, pour l'accent anglais, je suis pas mauvais. Donc voilà un petit peu les bases de ce qu'est le rythme circadien. Ok ? Et on a dit que ça réglait plusieurs choses, dont la température, etc. Partie 2, Hajime. Donc la température corporelle centrale, elle n'est pas constante. Vous savez que la nuit, la température baisse, etc. Donc elle suit un rythme qui est précis, et elle atteint son minimum, comme dit, vers 4-5 heures du mat. Puis elle remonte progressivement pour culminer fin d'après-midi vers 17-19 heures. Cette variation de 0,5-1 degré, elle a des conséquences qui sont fonctionnelles et qui sont non négligeables. La performance physique, la force musculaire, la vitesse de réaction, elles sont meilleures quand la température elle est plus élevée. Et on en a déjà parlé par exemple dans le podcast sur les échauffements, qui, si jamais vous l'avez pas écouté, nous rappelle que le corps a une température de fonctionnement qui est plus élevée que de 37 degrés par exemple habituel. Les muscles, les tendons, etc. fonctionnent mieux à une température un peu plus élevée. D'où l'intérêt des échauffements. Et si vous voulez plus d'infos, je vous invite à écouter le petit podcast. Mais là pareil, il faut scroller, c'est encore avant le sommeil. Et on revient sur le rythme circadien. C'est parti. Donc, comme on l'a dit, la performance physique, la force, etc. sont meilleures quand la température est plus élevée. Et c'est une des raisons biologiques pour lesquelles la majorité des records sportifs, par exemple, ils sont battus en fin d'après-midi ou en début de soirée. Et pourquoi s'entraîner à froid le matin ? Ça demande un échauffement qui est un peu plus long. Eh oui. Mais il n'y a pas que la température qui change. Il y a
quelque chose dont vous avez forcément entendu parler, c'est le cortisol. Et oui, parce qu'on en a aussi parlé dans les podcasts précédents. On l'a souvent présenté comme l'hormone du stress. Voilà, c'est ce dont on a dit dans l'épisode précédent. Mais le cortisol lui-même a un rythme circadien naturel qui est essentiel et qui est indépendant de tout stress. Il atteint un pic à 30-45 minutes après le réveil. C'est ce qu'on appelle le cortisol awakening response. Et bien, ce pic naturel, il nous sert à nous mobiliser, à nous donner de l'énergie, à démarrer le métabolisme pour la journée. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure de la journée, il décline pour atteindre son niveau le plus bas. Je vous le donne en 1000, avant d'aller se pioter au début de la nuit, ce qui laisse place à la mélatonine et au dodo. Donc ce rythme cortisol, il est tellement régulier qu'il sert de référence en médecine pour détecter des dérèglements de l'horloge interne. Par exemple, chez les personnes en burn-out ou en dépression, où ce pic matinal, il est souvent aplati ou décalé. Et voilà, c'est un peu la merde, quoi. Et on a parlé de mélatonine. Et là, forcément, c'est connu parce que vous avez tous vu une pub, etc., à la pharmacie, à la télé ou je ne sais où, de petits comprimés de mélatonine pour vous aider à dormir. Et ben, à l'opposé du cortisol, la mélatonine, qui est sécrétée par la glande pinéale, elle commence à monter en début de soirée, en réponse à la baisse de luminosité ambiante. Et elle atteint son pic au milieu de la nuit. La mélatonine, il faut savoir qu'elle ne force pas le sommeil. Elle va juste signaler au corps que c'est le moment biologique du dodo. Ce qui va créer des conditions favorables au dodo. Et c'est là où, vous allez vous dire, la lumière artificielle moderne, elle pose un problème. Parce que la lumière bleue des écrans, téléphone, ordi, etc., elle a un spectre qui va venir ressembler à la lumière du jour. Et quand on est exposé à cette lumière en soirée, notre noyau suprachiasmatique, là, notre poteau, le chef d'orchestre, il reçoit un signal, il fait encore jour. Et lui, il se dit, je fais quoi? Et derrière, forcément, ça va retarder la sécrétion de mélatonine. Il y a des études qui ont montré qu'une exposition à un écran dans l'heure qui précède le dodo, ça peut retarder la sécrétion de mélatonine de 1h30 à 2 heures. Et forcément, ça décale, et on a vu ce que ça fait de décaler. Voilà pour la petite portion hormonale. On a parlé de la bouffe. Eh ouais, qu'est-ce qu'on aime ça, la bouffe, ici. Mais pardon. Le système digestif, il a aussi son propre tempo. La sensibilité à l'insuline, elle est significativement meilleure le matin que le soir. Donc, si vous mangez le même repas à 8 heures ou à 22 heures, vous ne générez pas du tout la même réponse glycémique. En chronobiologie, il y a des études qui ont montré qu'il y a des écarts de pic qui peuvent aller jusqu'à 20% pour le même repas. Entre le même repas pris le matin et le même repas pris le soir. Et c'est aussi pour ça que le concept de manger tard, entre guillemets, c'est pas juste une question d'habitude culturelle, c'est une question de timing métabolique. Le pancréas, le foie, les muscles, etc., ils sont biologiquement moins préparés à gérer un afflux de glucose en pleine nuit biologique. Donc une personne qui s'entraîne tout le temps à 7 heures du mat, à jeun, dans le froid, avec une température corporelle encore basse, elle peut peiner, à comprendre pourquoi ses perfs, elles sont inférieures à celles qu'elle ressent en fin de journée. C'est pas un manque de forme, c'est juste, tout simplement, la biologie circadienne. Est-ce que la même séance, lorsqu'elle est réalisée, la même séance, quand elle est réalisée à 17 heures, elle va bénéficier d'une température corporelle plus élevée, d'une meilleure vitesse de conduction nerveuse et d'une plus grande disponibilité énergétique. Et voilà, maintenant vous avez la réponse. Pourquoi aller faire sa séance de CrossFit à 7 heures du mat? Vous avez l'impression d'être une patate sur 2 cure-dents, là, alors que le soir, il n'y a pas de souci. Vous avez l'image de la patate avec les 2 cure-dents? Moi, je la trouve plutôt drôle. Voilà le pourquoi du comment. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand ça se dérègle, ce petit rythme circadien? Primo, on peut avoir le décalage horaire social. Ok, on n'a pas besoin de prendre l'avion pour ça. Un jet lag social, c'est un terme qui est inventé par le chronobiologiste Till Roneberg, qui décrit l'écart entre le rythme semaine et le rythme week-end. Parce que la semaine, on est contraint par le réveil et le travail. Et le week-end, je vous fais pas un dessin. Parce que si on se lève toute la semaine à 6h30 et qu'on se tape une grasse mat à 10h le week-end, le corps, pour lui, c'est le décalage horaire. Nickel. 2 fois par semaine. Et paf, dans la gueule. Et cette oscillation chronique, elle a été associée dans plusieurs études à une augmentation du risque d'obésité, de troubles métaboliques et, en plus de ça, de troubles de l'humeur. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu chafouin de temps en temps. Mais bon, on aime bien quand même la grasse matin. Faudrait pouvoir la faire toute la semaine. On va faire une pétition.
Mais bref, le système immunitaire, par exemple, lui aussi, il suit un rythme circadien précis. Il y a certaines cellules immunitaires, les lymphocytes notamment, puisque c'est le principal cellule immunitaire, celle qu'on connaît à peu près tous. Mais ces lymphocytes, ils circulent davantage la nuit. Donc c'est la période où le corps il consacre une grande part de ses ressources à la répartition et à la surveillance immunitaire plutôt qu'à l'action. Donc une horloge qui est déréglée chroniquement, par le travail de nuit par exemple, par un jet lag social répété, si vous allez en teuf un jour sur deux, etc., ou si vous êtes sur l'écran tous les soirs juste avant d'aller vous pioter, ça perturbe cette régulation immunitaire. Et il y a des études qui ont montré une réponse vaccinale amoindrie chez des personnes en privation de sommeil chronique et une sécrétion accrue de marqueurs inflammatoires chez les travailleurs de nuit longue durée. Bon, désolé pour eux, on n'a pas tous le choix, mais au moins vous le sachez. Vous le sachez, très important, ça rentre au Larousse 2027. Mais le lien entre désynchronisation circadienne et prise de poids, il est aujourd'hui solidement établi, justement. Il y a une étude de référence qui a été publiée dans, attention pour l'anglais, vous êtes prêts? Dans les Proceedings of the National Academy of Science, qui a montré que les personnes exposées à un protocole de désynchronisation circadienne, donc soit un travail de nuit simulé, voyaient leurs dépenses énergétiques de repos diminuer et leur glycémie postprandiale augmenter en quelques jours. Hein. Pas besoin que ce soit sur des semaines, etc. C'est juste quelques jours. Sans qu'il y ait aucun changement alimentaire, aucun changement d'activité. On a juste changé ça. Tout le reste, c'est la même chose. Donc, grosso modo, la même nourriture, la même activité, mais une horloge interne désynchronisée, le métabolisme, il se dégrade. Et tout ça, on peut le mesurer. C'est mesurable. Donc, c'est significatif. Donc, ça pue. Il y a d'autres chercheurs qui ont suivi des hôtesses, des stewards de l'air sur le long terme, en comparant ceux qui géraient leur exposition à la lumière de façon stratégique pendant les vols longue distance et ceux qui le faisaient pas. Le premier, forcément, et vous avez déjà la réponse, le premier groupe, il récupérait bien mieux de la fatigue et présentait moins de troubles métaboliques sur le long terme. Voilà. La gestion de l'horloge, c'était pas un détail de confort. Enfin, ça peut sembler l'être au début, mais c'est juste un facteur de santé mesurable sur des années et des années de carrière. C'est comme dit, encore une fois, sur le long terme, où on va avoir des conséquences pas foufou, quoi. Mais bon, grâce à ce podcast, maintenant, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les différents leviers qu'on peut mettre en place, petit à petit, encore une fois, pour améliorer ce petit rythme circadien et éviter certains effets néfastes à long terme? Primo, la lumière, le matin, comme dit, c'est le signal le plus puissant. C'est le levier le plus efficace. En plus, ça vous coûte que dalle. C'est de s'exposer à la lumière vive, donc idéalement celle du jour, dans les 30-60 minutes qui suivent le réveil. Ça envoie un signal fort et clair au noyau suprachiasmatique pour lui dire « Allez mon gars, c'est le matin, on se calibre sur le moment, on se réveille, et c'est l'heure de faire les œufs pour le petit déjeuner. » Voilà, c'est ça que ça veut lui dire. Cette exposition matinale, ça a un double effet. Primo, elle va avancer et stabiliser le rythme circadien, et secondo, elle va programmer par anticipation la sécrétion de mélatonine pour les 14 à 16 heures plus tard, ce qui favorise un endormissement naturel à la soirée. Donc 10 à 15 minutes en extérieur, accessoirement même par temps nuageux, la luminosité extérieure elle dépasse largement celle du bureau, parfois par un facteur 50 à 100, parce que dans le bureau vous êtes enfermé. Et ça aussi on y reviendra parce qu'on a tous un travail de bureau ou d'intérieur maintenant quasiment, mais ça pue aussi. Secondo, levier numéro 2, la régularité et même le week-end. Et c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place. C'est que le jet lag social se combat par la régularité des horaires de réveil. Pas nécessairement de coucher, mais surtout de réveil. Si vous gardez un horaire de réveil à plus ou moins 30-45 minutes tous les jours de la semaine, week-end inclus, c'est un des leviers les plus documentés pour stabiliser l'horloge interne. C'est contre-intuitif et beaucoup pensent que récupérer le sommeil le week-end c'est bénéfique. Mais en réalité, ça va créer davantage de désynchronisation que ça va n'en réparer. Voilà. C'est bon à savoir ça. Et on s'y attend pas au passage. Tertio, c'est de gérer la lumière le soir. Alors ça, vous en avez sans doute entendu parler en long, en large et en travers, avec les écrans, etc. Mais une petite piqûre de rappel, on s'est dit que c'était jamais perdu. Et à l'inverse du matin, la lumière en soirée, et notamment celle des écrans, on l'a dit, elle doit être atténuée. Pas forcément éliminée à 100%, mais réduite. Les luminosités d'écran abaissées, le mode lumière chaude entre guillemets, l'éclairage ambiant tamisé dans les 2 heures qui précèdent le dodo. Tout ça montre que ça peut être pas mal.
Ok. On a parlé des filtres à lumière bleue dans la journée. Il faut savoir que en soirée, ça peut avancer la sécrétion de mélatonine de 30 à 45 minutes. C'est un effet modeste mais réel, mais il faut le mettre en ligne que c'est uniquement pour la soirée. Et c'est là où vous allez me dire, oui, je vais pas prendre des lumières bleues pour la soirée. Des lumières à filtre bleu pour la soirée? Non, effectivement. Par contre, baisser la luminosité de l'écran, ça c'est tout à fait faisable. Voire même le poser accessoirement, prenez un bouquin. Votre cerveau, il vous dira 1000 fois plus merci que de passer votre temps sur TikTok, sur Instagram. Vous allez strictement rien retenir. Voilà. Le Game of Thrones en ce moment, c'est plutôt pas mal, si jamais je recommande. C'est long, et en plus, on fait des beaux rêves. Ensuite, levier numéro 4. On a parlé de la régularité, on a parlé des repas. On va parler des repas. Donc par exemple, si vous mangez dans une fenêtre temporelle alignée avec les heures de lumière, en pratique, on évite les repas copieux tard en soirée. Voilà. Et on respecte le rythme naturel de sensibilité à l'insuline. Donc au final, c'est pas une question de combien, mais de quand. Et c'est un principe qui est au cœur de l'alimentation chrono-nutritionnelle. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans l'épisode sur l'index glycémique. Forcément, si vous l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter à la suite de ce podcast pour comprendre un petit peu, il y a quelques liens qu'on a fait. Troisième levier, et c'est celui qu'on aime aussi, c'est l'exercice physique. On n'en a pas parlé précédemment, mais on en a suffisamment parlé sur ce podcast, c'est que l'activité physique, particulièrement en lumière naturelle, elle agit elle-même comme un Zeitgeber secondaire, donc un synchroniseur de l'horloge. S'entraîner le matin ou en début d'après-midi, ça renforce la synchronisation circadienne. S'entraîner très intensément tard en soirée, ça peut, chez certaines personnes sensibles, par contre, retarder l'endormissement en élevant la température corporelle et le cortisol à un moment où il devrait décliner. Donc là, par contre, c'est du cas par cas. Et ça va être à vous d'apprendre à vous connaître petit à petit pour savoir si se mettre une grosse cartouche au CrossFit avant de rentrer manger, c'est une bonne idée ou pas, etc., etc. Petit exemple, pour terminer la dernière partie avant de passer à la conclusion, c'est qu'une personne qui adopte 3 changements simples. Par exemple, sortir 10 minutes en extérieur dès le réveil. Garder un horaire de réveil stable tous les jours, dans les 30-45 minutes. Et limiter les écrans et les supprimer dans l'heure avant d'aller dodo. En 2-3 semaines, grosso modo, ces personnes rapportent un endormissement plus rapide, des réveils moins compliqués et cette sensation d'énergie plus stable dans la journée. Pas de gros coups de down ou d'envie d'aller taper des grosses siestes. Il n'y a aucun supplément, il n'y a pas besoin d'avoir une application à Tutti Quanti, là, il n'y a pas besoin de changer de régime. Juste 2-3 pratiques simples, efficaces, c'est pas compliqué, ça vous coûte que dalle. Et ensuite, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Aujourd'hui, on a vu un petit peu donc la dimension biologique du corps, donc l'horloge interne. Comme quoi, c'est pas une machine qui fonctionne 24/24 de la même manière, mais c'est ce système orchestré, c'est un petit peu ce chef d'orchestre qu'on va avoir avec nos musiciens, notre chef, qui suivent un tempo qui est plus ou moins régulier en fonction des organes. Chacun a son petit moment, son petit solo, que ce soit au niveau de la température, des hormones, de la digestion, de l'immunité, des perfs. Et tout ça, ça aussi, selon un rythme précis d'environ 24 heures. Et ce qu'on va pouvoir retenir, c'est que le moment où on fait quelque chose, c'est pas un détail anecdotique, mais c'est une variable biologique à part. Un même repas, un même entraînement, une même exposition, ça n'a pas le même impact en fonction de l'heure à laquelle ça arrive. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut recalibrer l'horloge, pas de manière instantanée, ça prend un petit peu de temps, mais si vous le faites régulièrement, en vous exposant une lumière, vive le matin, tamisez le soir, l'horloge interne, elle va retrouver sa synchronisation. Pas besoin d'une discipline de fer, juste de réaligner un petit peu quelques comportements sur un rythme biologique qui existe, qu'on le veuille ou non. En fait, vous n'avez pas trop le choix, ça existe, donc autant vivre avec et se démerder pour que ce soit le plus optimal possible. Voilà, on est grosso modo au bout de ce podcast, assez rapide, simple, concis. On espère qu'il vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine, forcément, pour un nouveau podcast. Et on va parler de tout ce qui est un petit peu équilibre acido-basique, antioxydants dans les semaines à venir. Voilà, on repart un petit peu sur un cycle de bouffe. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à laisser une étoile, un petit commentaire, à passer faire un petit tour sur le compte Instagram du Ruxfo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la bise.